Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Dans chaque émission, on vous parle de ces grandes tendances de long terme porteuses de croissance structurelle, de ces mutations finalement macroéconomiques qui vont nous changer la vie dans le futur. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François Bay pour Cantalis. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'éducation. Et là, on se dit, dire que l'éducation est une thématique d'avenir, alors que, c'est un sujet qui existe depuis des décennies. Il n'y a pas un petit paradoxe là quand même, non? Oui, c'est sûr qu'il faut revenir à la définition de la gestion thématique. On met au cœur de cette stratégie des évolutions macroéconomiques de long terme. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il faut détecter avant l'heure, j'allais dire, des grandes mutations technologiques ou démographiques ou climatiques. Et encore faut-il que cette thématique soit investissable, d'une part. Donc, vous avez beau détecter la conquête spatiale et dire « je voudrais investir dans Thomas Pesquet, dans SpaceX », mais vous dites « bah oui, mais c'est pas sur les marchés financiers ». Donc, désolé, vous allez détecter une thématique, mais elle ne sera pas investissable. Et de l'autre côté, vous allez avoir des thématiques très long terme, qui sont très connues, type éducation, mais qui ne sont pas non plus investissables, parce que c'est l'État qui gère, en fait. Donc, il y a une sorte d'État-providence qui vient gérer donc, ces affaires qui sont très régaliennes, l'armée, etc. Et l'éducation en fait partie en France. Alors, heureusement, ces dernières années, vu le désengagement de l'État et vu l'endettement de l'État, il a tendance à se désengager, à avoir une ouverture à la concurrence. Alors, on pourrait parler du spatial, on pourrait parler des télécoms, de l'énergie, de l'eau, des traitements des déchets. Et l'éducation en fait partie. C'est assez étonnant, David, mais vous avez de plus en plus dans le monde, en fait, des États qui, j'allais dire, se désengagent et qui privatisent et qui ouvrent à la concurrence cette thématique éducation. Vous allez retrouver des écoles, du contenu, des outils, etc., etc. Donc l'éducation, en tant que thématique d'investissement, est une thématique qui est jeune parce qu'elle est investissable depuis peu. Exactement. C'est ça l'idée. Alors, dans l'éducation, dans les fonds éducation, vous allez vous retrouver avec deux grandes thématiques. Éducation égale innovation, recherche. L'éducation, c'est quand même la mère de toutes les évolutions, toutes les innovations. Si Thomas Pesquet peut aller sur la Lune demain et si vous pouvez lancer Moderna et de l'ARN messager, c'est parce qu'on a éduqué l'école française et justement poussé la recherche, les laboratoires. Donc ça, c'est un facteur premier de élément. Croissance dans la durée. Facteur de croissance transversal qui vient irriguer l'ensemble des thématiques. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par ça. Il y a aussi un volet social, ascenseur social, réduction des inégalités. L'éducation dans le monde, dans les pays émergents, mais aussi chez nous, c'est la formation professionnelle, c'est la réinsertion, c'est la possibilité de pouvoir justement participer au développement de ces filières, en fait. Et donc il y a un côté dans les fonds que l'on trouve chez Cantalis, qu'on a détecté, aussi un côté inégalité, donc vous allez retrouver éducation et inégalité, réduction des inégalités. Dans un portefeuille, qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette thématique de l'éducation, en termes de performance, en termes de risque? Alors, il y a à peu près 25 fonds qui ont été identifiés par Cantalis, à peu près 5 milliards d'encours gérés, ce sont tous des fonds ISR. Il faut savoir qu'il n'y a pas dans l'éducation un profil très cyclique, value, on ne retrouve pas des secteurs trop cycliques, il n'y a pas non plus de secteur trop valeur de croissance défensive. On se retrouve avec un profil qui est pour le coup assez diversifiant. On a une performance de la catégorie sur un an qui est de plus 33%, donc c'est moins que le MSCI World. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est nettement moins risqué que le MSCI World et la catégorie. C'est une source de corrélation, de diversification qui est très forte. La corrélation avec cet indice de référence est de 0,90. Donc vous investissez dans des fonds actions monde qui sont moins corrélés, qui ont des comportements un petit peu différents, et c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant de les avoir dans une allocation. Et sur les gros fonds, les blockbusters sur le marché français, on a qui? Alors, il y a des ETF, il y a assez peu de fonds, puisque c'est une thématique jeune, même si on sait qu'elle est ancienne, mais en tout cas, il y a une thématique jeune sur les marchés et dans les fonds d'investissement. On a repéré chez Cantalis des fonds et des ETF. Il y a deux fonds actifs principalement, un géré par Crédit Suisse, qui est Edutainment Equity, donc qui est plus EdTech, plus technologie, en fait, dans sa construction. Et on a un fonds CPR Invest Éducation qui est géré par CPR Asset Management. Et bien justement, on va passer au banc d'essai, ce fonds CPR Invest Éducation. C'est parti. Et voilà, donc Guillaume Hudevillers est avec nous, gérant action thématique chez CPRM. Bonjour. Bonjour. Jean-François nous disait à l'instant, en creux, que cette thématique de l'éducation était une source de diversification, encore une fois, pour un portefeuille action.
Vous êtes vraiment d'accord, ça réduit vraiment les risques puisqu'il n'y a pas de surperformance par rapport au MSCI World? Je pense que ce qui est intéressant avec la thématique de l'éducation, c'est qu'on a affaire avec un secteur qui est relativement peu cyclique, donc qui n'est pas dépendant des aléas du cycle économique. Et c'est ça qui est intéressant avec la thématique. On est dans une thématique quand même de croissance structurelle, qui croît de 4 à 5% par an environ, et qui justement croît de façon très résiliente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu après la crise financière, où dans la majorité des pays de l'OCDE, les dépenses dans l'éducation étaient en moyenne en augmentation de 5%. C'est ça qu'on vient chercher en fait avec le secteur de l'éducation, une croissance défensive un petit peu. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait peu de valeurs cotées en bourse qui, sur cette thématique de l'éducation, d'ailleurs votre fonds date de fin 2018, je crois. On a lancé le fonds en octobre 2018, ouais. Et c'est une des raisons en fait pour laquelle on a lancé le fonds. On a vu qu'il y avait une vraie dynamique de lancement d'IPO en fait sur le secteur de l'éducation. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2017, on avait recensé à peu près 120 sociétés dans le domaine de l'éducation et aujourd'hui on en a quasiment 200 dans l'univers d'investissement. Et vous en avez retenu? On en retient à peu près entre 60 et 80 dans le portefeuille. Voilà. Exemple, quand même, tout de suite, il faut poser la question. Exemple de société que vous avez en portefeuille, qu'on puisse comprendre leur métier, leur activité. Parce que quand on parle d'EdTech et d'autres trucs, là, je pense qu'on largue beaucoup de monde. Moi, le premier. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude d'investir dans ces sociétés-là, puisqu'elles sont majoritairement pas cotées. Il y a beaucoup de choses dans le vivier non coté, mais sur le marché boursier, il n'y a pas grand-chose. Français. Français, tout à fait. Et donc, il faut aller chercher à l'international des exemples de sociétés comme Chegg, par exemple, qui est vraiment une entreprise... Chegg, qui est une entreprise emblématique de l'EdTech aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme de solutions digitales pour accompagner l'étudiant dans son parcours universitaire. Ils ont à peu près 6 millions d'étudiants inscrits sur leur plateforme, payant, et qui permet justement aux étudiants... En quoi ils aident? En fait, ils ont une plateforme qui donne accès à une base de données d'environ 30 millions de questions qui sont déjà répondues par des experts et qui permettent d'accompagner l'étudiant vers des domaines comme la physique, les mathématiques, la modélisation financière par exemple, etc., etc. Et donc en fait maintenant aujourd'hui ils s'adossent sur cette base d'utilisateurs pour lancer de nouveaux services payants. Il n'y a pas essentiellement des valeurs américaines dans votre fonds? Non, je dis ça parce qu'il n'y a pas un biais quelque part. On est sur un fonds qui est quand même assez bien diversifié. Ouais. Effectivement, le marché de l'EdTech par exemple, si on prend ce marché-là, il est plutôt très américain et chinois aujourd'hui. Donc aujourd'hui quand on regarde au niveau du fonds, on a un profil quand même assez bien diversifié, 45% aux États-Unis, mais quand même 25% dans les pays émergents où on retrouvera majoritairement des entreprises chinoises et brésiliennes. Jean-François? Non, je pense que c'est un fonds aussi qui est ISR. On peut peut-être noter cette dimension durable. Quand je parlais d'éducation, il y a le côté recherche, contenu, MOOC, etc. Mais il y a aussi un côté réduction des inégalités et formation professionnelle. Fonds donc social qui présente importance. C'est un fonds qui a été performant, je dirais plus 10% depuis le début de l'année. Plus 33% sur un an. Donc on retrouve... Il ne se trompe pas, c'est les bonnes perfs. C'est les bonnes perfs. C'est les bonnes perfs. On retrouve ce côté un peu croissance dans le positionnement du fonds. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en portefeuille dans une allocation comme source de diversification. Et puis il y a aussi un côté, nous en Europe ou en France, on le disait, on est relativement pauvre en valeur cotée. Et donc c'est typiquement la possibilité pour le gérant professionnel d'aller regarder en fait un univers, donc d'essayer de réfléchir au futur demain, puisque David, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez HEC coté en bourse, Sciences Po coté en bourse, Polytechnique coté en bourse. Voilà, il va falloir prendre l'habitude de faire appel au financement privé pour le développement de l'éducation, puisqu'il y a un désengagement qui va se mettre en place de l'État. Donc c'est intéressant aussi comme laboratoire, j'allais dire, de l'investissement possible. Guillaume, autre société que vous avez en portefeuille, parce que vous parlez de Chegg, valeur américaine, je sais pas, grosse valeur chinoise par exemple, ou asiatique. On a dans le top 10 du fonds aujourd'hui une valeur qui s'appelle China Education Group, qui est le plus grand conglomérat d'universités chinois aujourd'hui. Ils ont environ 240 000 étudiants dans leur cursus. Ils gèrent 7 universités, 4 d'enseignement supérieur et 3 à but professionnel. Et donc c'est une université qui est très intéressante parce que les fondateurs sont toujours très présents en capital. Et ils ont su développer vraiment une image renommée au sein de leurs clients chinois. Et donc il y a une très très bonne employabilité de l'étudiant à la sortie des diplômes. Et c'est notamment ça qu'on va chercher quand on choisit ces entreprises-là à l'international. En Europe, il y a quelle valeur cotée on a en Europe? Assez peu, effectivement. On va retrouver quelques exemples de valeurs dans les pays nordiques, à savoir des valeurs comme d'édition académique comme Sanoma aujourd'hui, qui est très portée sur le digital. On va retrouver d'autres valeurs comme Kahoot, par exemple, qui est une petite IPO d'il y a quelques années, 3,5 milliards de capitalisation quand même, en euros, donc des valeurs importantes, mais qui sont vraiment en phase d'accélération de leur croissance.
Après, c'est vrai qu'effectivement, sur le marché français, c'est encore relativement pauvre en termes d'opportunités. On parle des entreprises qui sont dans notre portefeuille, mais celles qui n'y sont pas, parce que sur le champ des possibles, on a une 200, vous en regardez 60 à 80, pourquoi certaines n'en font pas partie? C'est quoi le critère? Alors évidemment, on a un process de gestion qui va mélanger à la fois du top-down et du bottom-up. Donc on a une vue effectivement macro qui vient un petit peu déterminer notre allocation au sein du portefeuille. Donc il y a certains segments qui vont être privilégiés dans un environnement macroéconomique. On va prendre en compte également l'évolution de la réglementation qui est un risque majeur dans l'éducation, il faut le noter. Et donc ça, par exemple, ça va un petit peu driver notre allocation. Alors aujourd'hui, par exemple, on va privilégier des secteurs plutôt de réouverture. Donc on a une position significative dans notre portefeuille qui est allouée vers le développement de carrière, qui est un peu plus cyclique, effectivement, au sein de notre univers. On va retrouver également des services éducatifs qui, eux, sont le grand gagnant de la réouverture. C'est pas trop difficile de gérer ça depuis Paris, alors qu'il y a beaucoup de valeurs, pour le coup, qui sont des valeurs étrangères, non? C'est, je dirais, la grande force d'être dans un groupe comme Amundi, qui est très international, où on a accès justement à un panel. Parce que vous-même, vous ne rencontrez pas les dirigeants. Si, c'est la recherche, pour le coup, la rencontre avec les sociétés est vraiment au centre de notre processus d'investissement. On tâche vraiment de rencontrer toutes les entreprises du portefeuille au moins une fois dans l'année. Mais pas vous en tant que tel, pas vous en direct. Si, moi en direct. D'accord. Ah, donc vous voyagez beaucoup. Alors aujourd'hui c'est très Zoom, maintenant c'est passé en Zoom ou Teams. Ah, c'est intéressant ça pour le coup. Mais effectivement, sinon on voyage de façon assez récurrente dans le business pour pouvoir justement faire des rencontres avec les managements, discuter de leur stratégie, etc. Jean-François, ils le font, donc il a 2 ans et demi aujourd'hui. C'est pas trop tôt, Jean-François, pour jauger de sa performance, de son risque, ou à partir de 2 ans et demi, on peut dire qu'il y a assez de recul pour... Alors c'est un des inconvénients de la gestion thématique, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux fonds qui ont été créés sur les 3 dernières années, qui ne sont pas encore notés par Cantalis, puisqu'il faut 3 ans pour avoir une notation. Ah, dans 6 mois, il sera noté, Guillaume. Donc on reprendra la langue avec le gérant, mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir identifier des thématiques et à la fois des fonds qui sont récents, les mettre en portefeuille de cette façon-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au cœur de portefeuille. On va retrouver des fonds qui vont être peut-être plus multi-thématiques, méga-trends. Il y a des fonds chez CPR qui jouent justement ce méga-trend, mais plutôt les mettre en satellite comme un laboratoire pour justement être source d'idées et source de diversification. Allez, merci à tous les deux, Guillaume Uduvillaire pour CPR AM et Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à vous. Mégatrend, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient dans 2 semaines sur Boursorama.